Emmanuel Macron maintient le cap et creuse un peu plus son impopularité. Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour. Journaliste, cofondateur de Mediapart, auteur de La Caste, cette enquête sur la haute fonction publique qui a, dirons-nous, trusté ces dernières décennies le pouvoir économique et politique. Alors une conception du pouvoir verticale, une posture monarchique, une insensibilité à la question sociale, c'est cela Emmanuel Macron, produit et bénéficiaire d'une élite dans ses privilèges, loin de l'intérêt général, c'est du moins ce que vous décrivez dans votre ouvrage. Oui, vous l'avez très bien résumé. En fait, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a eu deux hold-up sur le pouvoir, d'abord sur le pouvoir économique, ensuite sur le pouvoir politique. Le pouvoir économique, c'est simple, c'est ce qu'on a tous vécu. Enfin, je suis plus vieux que vous, donc j'ai la mémoire peut-être plus longue. Avec les privatisations. C'est ça, on est au tournant des années 80 et là, il y a une vague de 86, privatisation. Les premières privatisations du gouvernement Chirac-Balladur commencent. La gauche hésite et puis finalement basculera aussi dans les privatisations. Jospin privatisera plus que les autres. On voit bien à l'époque que ça modifie l'horlogerie interne du capitalisme français qui bascule du modèle rhénan vers le modèle anglo-saxon. Mais on ne voit pas bien à l'époque qu'il se passe un autre phénomène majeur, c'est que les hauts fonctionnaires chargés de mettre en œuvre ces privatisations, les mettent en œuvre en partie à leur propre profit. C'est-à-dire ils surfent sur les privatisations pour prendre les commandes des groupes publics. Et maintenant, avec 30 ans de recul, vous faites l'état des lieux. Qui dirige les banques en France? Qui? Uniquement des inspecteurs des finances, formés par l'État pour défendre l'intérêt général et qui désormais défendent les intérêts de la finance. Société Générale, BNP, BPCE, Crédit Mutuel, vous connaissez la liste aussi bien que moi. Pas seulement les banques, regardez la grande distribution, regardez les deux géants que sont Carrefour et Casino, Bompard d'un côté, Naori de l'autre, et puis quand tous les deux inspecteurs des finances, et quand tous les deux envisagent éventuellement de fusionner, où se rencontrent-ils secrètement? Chez Alain Minc, troisième inspecteur des finances, vous savez, l'entremetteur du capitalisme parisien. Donc ça, c'est le premier temps. Donc il y a un socle commun de la formation. Ouais. Et ensuite les réseaux qui jouent, l'esprit de corps. Et puis ensuite, il y a le second temps, parce que vous me direz, la consanguinité, ça a toujours existé entre la finance et l'inspection des finances. Vous remontez au Second Empire, ça existait déjà. Le phénomène très nouveau en France, ce ne sont pas donc les pantouflages, le passage du public vers le privé, ce sont les rétro-pantouflages. C'est-à-dire que depuis quelques années, et c'est massif maintenant avec Emmanuel Macron, vous voyez d'anciens inspecteurs des finances passer au privé qui reviennent au public. Rapide état des lieux, qui est le gouverneur de la Banque de France, un ancien de BNP Paribas, qui est le patron de la Caisse des dépôts et consignations, un ancien de Generali, qui est le directeur de cabinet du ministre des Finances, un ancien de Mediobanca, qui était son adjoint récemment passé au Trésor, un ancien d'HSBC. Voilà. Et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que vous savez, la frontière ancienne entre public et privé, oui. Chacun a son rôle. Il faut un secteur privé, mais il faut aussi un État. Il y a l'intérêt général et il y a les intérêts privés. Alors ce que je montre, c'est que cette frontière s'est fissurée et commence à s'effondrer. Il n'y a même plus de porosité, en fait. C'est qu'elle a disparu, cette frontière. C'est une porosité généralisée, parce que dans les rétro-pantoufleurs dont je dresse l'état des lieux, il y a un rétro-pantoufleur en chef. C'est Emmanuel Macron, parce que lui est très emblématique de ce parcours-là. Inspecteur des finances, il passe sur Rothschild et il revient vers la sphère publique. Et c'est tellement fort qu'il veut lui-même l'institutionnaliser en faisant la réforme que vous savez, puisqu'il veut que les années passées dans le privé soient prises en compte dans les carrières des fonctionnaires, ce qui équivaut à dynamiter la fonction publique. Et donc, je trouve qu'on a procédé à une sorte de privatisation de l'intérieur des postes clés de la République. Et vous dites précisément qu'Emmanuel Macron, donc, il est le produit et le bénéficiaire aussi de cette élite désormais, ouais. Et qu'il a fait une OPA sur l'État. Oui, parce que vous voyez bien que il y a eu des hauts fonctionnaires, un petit peu, les grands oligarques de Bercy qui ont conseillé la gauche et la droite, et vous observerez qu'ils ont fait aux fonctionnaires un peu essuie-glace. Oui, un balancier, les mêmes ont conseillé. Et donc, ils ont recommandé les mêmes politiques, à la gauche et à la droite. Ce qui a conduit à l'exaspération des citoyens, parce qu'ils ont le sentiment que, quel que soit leur vote, il y avait toujours les mêmes gens qui étaient là dans les coulisses du pouvoir et qui conduisaient aux mêmes politiques. Avec les mêmes dossiers traités.
Voilà, et donc du coup, ce type de fonctionnement a conduit à la crise majeure des grands partis historiques de la République, LR d'un côté, Parti socialiste de l'autre, hein, au naufrage. L'un des plus vieux partis français est mort, le Parti socialiste en 2017, le Parti des Républicains se porte guère mieux, et c'est le produit de cette... vous savez, Alain Minc, qui est inspecteur des finances, l'avait dit un jour pendant la campagne présidentielle de 94-95, il faut tout enfermer, disait-il, dans le cercle de la raison. Donc il n'y a pas d'alternative. Il n'y a qu'une, vous savez, ces fameux diktats Tina, there is no alternative. Or, la démocratie, c'est le dissensus. En économie, il y a forcément des alternatives. Et je trouve que cette génération de hauts fonctionnaires a contribué à instaurer, a contribué à une forme de tyrannie de la pensée et tyrannie des politiques économiques. Plus de choix alternatifs. C'est ça, c'est ce que vous évoquez dans votre ouvrage. Dans votre ouvrage, il y a une opportunité politique qu'on a beaucoup relayée avec le naufrage des deux partis, vous le disiez, en 2017 avec l'élection présidentielle. Mais il y a cette histoire qui a duré pendant des dizaines d'années pour installer ce système. Et là, on parle de hold-up économique, même si sur le timing, le terme n'est pas bien choisi, puisque véritablement, ça a pris du temps. Il y a eu une installation. Consanguinité, certes, totalement hermétique à la contestation, avec une pensée économique unique. On est dans le mainstream, véritablement, un prêt-à-penser de Bercy. Même. Oui, parce que j'exhume ce qui se passait au ministère des Finances dans les années 60. En 1965, Valéry Giscard d'Estaing, qui est ministre des Finances, crée la direction de la prévision. Très belle machine, faire la prospective, penser l'avenir. Et à l'époque, à la direction de la prévision, il y a des hauts fonctionnaires de droite et il y a des hauts fonctionnaires de gauche, des communistes. Vous savez que le premier modèle de prévision économique en France a été créé à la direction de la prévision par deux communistes, Maurice Herzog et son camarade Olive. Et ce modèle s'appelait Zogol, Herzog-Olive. Et c'est le premier modèle que l'INSEE prendra. Hein. Et dans ce vivier multitendance, quand le ministre des Finances demandait une note pour une réforme, si les hauts fonctionnaires n'étaient pas d'accord, ils faisaient 2 notes. Ce qui est formidable pour les politiques. Ça les réhabilite dans leur pouvoir d'arbitrage. Or, moi je peux vous dire, comme plus jeune journaliste, du temps où j'étais au Monde, comment est-ce que je découvre un jour une note de la direction de la prévision, écrite par quelqu'un qui n'est pas membre de cette prévision, un jeune économiste totalement inconnu, qui s'appelait Thomas Piketty. Mais maintenant, c'est totalement impossible. Ils pensent tous pareil. C'est l'univers des petits hommes gris. Et donc, je trouve ça terrible parce que la démocratie, c'est le pluralisme, c'est la contestation, c'est le dissensus. Et cette génération aura formé, comme vous dites, un prêt-à-penser. Et vous regardez la politique de Macron, la politique économique. Il n'y a aucune invention. Il va dans toutes ces réformes. Il y a une continuité. Vous y adhérez, vous n'y adhérez pas à ces réformes. Mais la genèse intellectuelle, vous la connaissez. Il puise uniquement dans la boîte à outils intellectuels de Bercy. C'est les rapports Pébro, les rapports qu'en dessus, il y a trop de dépenses, les vieux coûtent trop cher, la dette. Bon, voilà. Et donc, c'est la posture de Macron, ni de gauche ni de droite. Oui, c'est ça, c'est ce que vous évoquez dans votre ouvrage. L'oligarchie affirme toujours qu'elle n'est ni de droite ni de gauche, mais pragmatique. On sort de toutes les situations avec cette posture. Finalement, c'était ça. Quand on parle finalement de la disparition du vieux monde, qu'on fait table rase, en fait, on est totalement à contre-courant. Oui, c'est une posture souvent prise par le courant néolibéral. C'est-à-dire, il n'y a pas de doctrine, c'est du pragmatisme. Et on sait bien que derrière le pragmatisme se cache un courant de pensée. Et donc, du coup, moi, ça m'inquiète beaucoup. Et du même coup, ça m'amène dans le livre à poser une autre question, qui est la question de la formation de ces élites. Hein. Vous savez, il y a un grand républicain, Marc Bloch, qui écrit L'étrange défaite au lendemain de la débâcle française de juin 40. Il fait la critique des élites publiques. La critique est assez simple, c'est de dire elles étaient déjà du côté des vainqueurs avant même qu'ils soient là. En clair, ce n'est pas une victoire de l'Allemagne sur la France, c'est une défaite de la France sur elle-même. Et dans ce procès qu'il fait les élites publiques, il engueule le Front populaire en disant « vous pensez, vous songez à créer une école d'administration ». En fait, elle ne verra le jour qu'en 1945. Et Marc Bloch dit non, il ne faut pas un moule unique. Il faut laisser à l'université, dans le pluralisme de ses approches, le soin de former les élites publiques. On est loin de la formation à l'heure actuelle dans les universités. C'est l'ENA et toujours ce débat autour de l'ENA encore aujourd'hui. L'ENA plus un petit bout d'HEC, mais c'est ça les nouvelles élites.
En clair, l'ENA à l'origine, certains qui espéraient la création de l'ENA, l'ambition c'était d'assurer l'égalité d'accès aux carrières publiques. Oui. Or en fait ça s'est retourné à son contraire et c'est devenu le moule de l'oligarchie. Et quand vous Une regardez, voie pour accéder à ces, et quand à ces vous postes. regardez les jurys de l'ENA, chaque année ils disent trop de conformisme. Bah, évidemment ça a été créé pour ça. Ça pose évidemment la question, outre de recrutement des élites, mais évidemment du fonctionnement de la démocratie. Vous évoquez une administration partie et en fait ce qui cantonne au rôle d'exécutant le Parlement. Et même on se pose la question de la presse aussi, la presse qui n'a pas voix de contestation ou à décrypter ou à montrer une forme de savoir. On est véritablement dans à chaque fois une administration partie qui décide et les exécutants dans ce pouvoir vertical. Oui, parce que le paradoxe quand Macron arrive, c'est qu'on sait ce qu'il sera en économie libérale, on ne sait pas encore bien ce qu'il sera en politique et on peut se demander s'il ne sera pas aussi libéral en politique au sens anglo-saxon du terme, acceptant les contre-pouvoirs, le jeu du va-et-vient de la démocratie. Or, en fait, le paradoxe stupéfiant de l'histoire, c'est que ce n'est pas le cas du tout. Il va se mouler dans les institutions présidentialiste de la Ve République, moi je, un seul homme décide de tout. Et à mon avis, ça renvoie à une question qui touche à la psychologie de cette haute fonction publique. C'est pour aller vite, à quoi bon se concerter? On sait tellement bien ce qu'il faut faire. Pour les retraites, depuis le livre blanc de Rocard, au début des années 90, on sait ce qu'il faut faire. Donc la démocratie, c'est bien, mais c'est un petit peu une perte de temps. Elle ralentit. Oui, ça ralentit. Et donc, du coup, on ne va pas faire concertation ou négociation avec les syndicats, ça ne sert à rien. Et donc, du coup, les institutions de la Ve, avec ce coup d'État permanent, vous connaissez la formule de Mitterrand, qui permet de gouverner par ordonnance éventuellement, fait que c'est la cohabitation. Je trouve que Macron aura pris le pire du néolibéralisme, la cascade de réformes sans arrêt, avec le pire du présidentialisme. C'est ça l'alchimie curieuse du macronisme. Et finalement, avec ce prêt-à-penser aussi, où la question, et c'est dans votre ouvrage, se pose à l'échelle européenne, quand se croise une crise sociale, une crise démocratique, alors on s'inquiète, et de leur côté, peut-être de cette haute fonction publique, on va arguer le populisme, mais il y a déjà une dérive dans un autre système à l'heure actuelle. Oui, alors je me défends du procès en populisme, parce que, bien sûr, parce que j'entends bien que certains utilisent le mot caste dans ce sens-là. On balaye les clivages anciens, gauche-droite, les clivages liés aux intérêts sociaux différents. Voilà. Moi, c'est dans une autre logique que je pose, que je parle de caste. Je pense qu'on est dans un système qui génère des inégalités, donc il y a des débats économiques et sociaux liés à ces inégalités, mais je pense qu'on est dans une démocratie en France qui est très anémiée par rapport à d'autres grandes démocraties parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. On est présidentialisme, système très concentré avec l'Élysée, un homme seul décide de tout, aussi mal élu qu'il ait été. Et donc du coup, je trouve que la caste, c'est donc indiquer que la France a un problème avec sa démocratie. Moi, j'appelle, c'est la conclusion du livre, à une refondation démocratique. Parce que je trouve que la démocratie, c'est une respiration. C'est pas on vote une fois, puis rendez-vous dans 5 ans. C'est un va-et-vient, c'est un poumon qui respire. Bon, voilà. Et donc, je trouve que le macronisme, malheureusement, né de la crise, le vote Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, risque d'alimenter cette même mécanique d'exaspération, alors que je trouve que la seule issue, ce serait de refonder une démocratie plus stable et plus sereine. Merci Laurent Mauduit. Je rappelle votre ouvrage « La caste chez la découverte ». Vous étiez aujourd'hui dans Ecorama. Merci.